Cette semaine, les différentes formations politiques discutent à l'Assemblée nationale de la loi de programmation énergétique, des choix qui sont fondamentaux pour l'avenir de la France. On parle évidemment de relance du nucléaire, de place des renouvelables. On va évidemment aborder toutes ces questions avec nos invités qui viennent de nous rejoindre. Emmanuelle Galichet, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante-chercheuse au CNAM. À côté, en face de vous, David Lévy, bonjour. De New Covalence, on va parler évidemment des questions de nucléaire et de renouvelables en France. Mais avant, j'aurais qu'on dise un mot sur l'Iran, parce qu'on a besoin de vos lumières pour comprendre ce qui se joue là-bas. Évidemment, ce but de guerre affiché par Israël, c'est de démanteler le nucléaire militaire iranien. À quel moment, Emmanuelle Galichet, on arrive à savoir, quand on observe avec notamment les satellites, le nucléaire iranien, à quel moment on passe d'un nucléaire civil à un nucléaire militaire? Alors, sur les images satellites, ça ne se voit pas. Ça, c'est sûr, puisque toutes les installations sont à peu près identiques. C'est surtout pour le militaire avoir un enrichissement beaucoup plus important que pour le civil. On passe de 5% pour le civil à 90% pour le militaire. Mais en tout cas, sur les installations, sur le satellite, on ne verra rien. Donc ça se mesure au pourcentage d'uranium enrichi. Qu'est-ce que ça veut dire précisément, Daniel Lévy? David, pardon. Daniel, c'est mon fils. J'étais pas loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'uranium, il y a deux types d'atomes. Alors vous avez peut-être appris les isotopes à l'école, mais ça remonte à il y a longtemps. Ouais. Il y a deux types d'atomes. C'est un peu comme le carbone 14, si vous voulez. Le carbone 14, c'est un atome de carbone particulier, parce que par rapport au carbone classique, il y a l'uranium 235 et l'uranium 238. Ils ont les mêmes propriétés chimiques, c'est la même chose, tout est pareil, sauf que l'uranium 235 est un tout petit peu plus petit. Il y a 235 nucléons, le 238, il y en a 238, et il faut les séparer parce que c'est le 235 qu'on peut casser et qui va donner de l'énergie, alors que le 238, on va en faire autre chose. Et le 235, on a 0,7%, c'est-à-dire un tout petit peu, moins d'1% dans l'uranium naturel. Et donc, pour avoir plus d'uranium 235, donc les 90% dont parlait Emmanuel à l'instant, eh ben, il faut la mettre dans des centrifugeuses, on fait tourner très vite, et c'est comme la salade, l'eau part, ben là c'est l'uranium 238 qui est un tout petit peu plus lourd, qui va vers l'extérieur, et l'uranium 235 va plus vers l'intérieur, mais un tout petit peu. C'est pour ça qu'il y a des milliers de centrifugeuses, parce qu'on fait tourner, on sort l'uranium qui est un tout petit peu enrichi dans la centrifugeuse, on le passe dans la suivante, etc. Et à la fin, il y en a 90%. Une fois, Donc quand on fait du militaire, on fait tourner le panier à salade, si je puis dire, beaucoup plus fort, avec plus de paniers, c'est ça l'idée? Oui, absolument. Plus longtemps, surtout plus longtemps. Il faut attendre qu'au fur et à mesure du passage dans les centrifugeuses, on élimine l'uranium 238. Donc pour arriver à un taux de 90% d'uranium 235. Sur le nucléaire civil, l'Iran peut s'en doter, il n'y a pas de problème. Absolument, vous avez complètement raison. L'Iran est une nation nucléaire, elle a toujours été, et donc elle a signé le traité de non-prolifération, elle a été vraiment un des bénéficiaires principaux d'Atom for Peace dans les années 50, donc il n'y a aucun problème là-dessus, elle peut se doter. C'était d'ailleurs ce que voulait faire le Shah, avoir à peu près 24 gigawatts, c'est-à-dire une grosse vingtaine de réacteurs sur le sol de l'Iran pour produire de l'électricité. Aujourd'hui, on peut dire, Daniel Lévy, que clairement, on est passé à autre chose que le nucléaire civil. Enfin, c'est prouvé, attesté. Le seul l'enrichissement maximum dans le nucléaire civil, c'est 19,9 pour les réacteurs de recherche. Et donc, si on enrichit à plus de 19,9, à 19,9, si on enrichit à plus, donc là, on est à 60. Enfin, l'AIEA dit qu'on est à 60. Et il devait y avoir des signaux d'alerte assez graves pour que Raphaël Grossi dise ça il y a un peu plus d'une semaine. Et que pour tous les communiqués des pays occidentaux et même des pays du Moyen-Orient avaient l'air quand même de se dire oui, c'est un peu nécessaire de faire quelque chose avec... Mais signaux d'alerte, ça veut dire qu'on est allé mesurer sur place, qu'on est allé regarder, observer, c'est ça, Emmanuel? Oui, l'AIEA, ils ont le droit, puisque l'Iran a signé le traité de non-prolifération, ils vont sur place depuis 1968, sur place, ils ont des détecteurs un peu partout sur toutes les installations, et ils ont le droit de visiter et de regarder, de faire des mesures, et donc c'est ce qu'ils font. Ils ont mesuré, c'est ce que disait Daniel, ils ont mesuré vraiment des particules, des stocks d'uranium enrichis à 60, voire parfois même, il est écrit qu'il y en a quelques-uns à 80, à plus de 80%.
David Lévy, on a commencé par vous appeler Daniel, je crois qu'on arrivera jusqu'à là. Je vous prie, c'est de ma faute. Oui, c'est complètement de ma faute. On passe à nos questions à nous en France sur cette loi qui est en discussion à l'Assemblée nationale, loi de programmation énergétique. On a eu cette nuit des avancées, si je puis dire, avec ce vote de 14 EPR qui vont être construits. Le camp présidentiel parlait de 6 plus 8. Le Rassemblement national voulait aller 20 et parlait même à un moment de 40. C'est quoi? Alors, je ne sais pas s'il peut y avoir un bon nombre qu'il faudrait pour répondre à la demande en électricité d'ici 2050, Emmanuel. Alors déjà, il faut remplacer le parc au fur et à mesure des réacteurs vieillissants qui vont, ils vont être augmentés de durée de vie, évidemment, mais à un moment donné, bien sûr, il va falloir les remplacer. Pour l'instant, on n'a pas de vision complètement sûre de combien, à quel rythme il va falloir les remplacer. Donc il faut évidemment construire des EPR2. Après le nombre, il va falloir un petit peu attendre ce que va dire EDF surtout, de quoi ils sont capables dans les 10, 20 ans qui arrivent, parce que c'est quand même eux et toute la filière nucléaire avec EDF qui vont construire ces EPR. Et donc s'ils disent qu'ils sont capables d'en faire 14, eh ben c'est bien. S'ils disent qu'ils ne sont pas capables d'en faire 20, il faut peut-être les écouter. Comment vous voyez ce qui a été voté cette nuit à l'Assemblée nationale, David? Moi, je pense qu'on est arrivé à un niveau, c'est plus du micromanagement, c'est du pico-management, je ne sais pas quoi. Il y avait une époque où Elisabeth Borne, parce qu'elle était déjà là, disait il faut du 100% renouvelable. Et à l'époque, EDF, elle était en plateau, j'ai encore l'image, elle était en plateau. Et les journalistes, vous, c'était pas vous, mais disent mais EDF dit que c'est pas possible. Et elle disait qui est-ce qui décide? Eh ben, c'est la physique qui décide. Et là, je pense que la meilleure chose que la PPE aurait à faire, c'est de ne pas fixer de nom. Je veux dire, c'est EDF qui est responsable. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on déresponsabilise EDF. C'est une catastrophe. On fait de la politique avec de la physique, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Et malheureusement, la physique prend le pas en général à la fin. C'est elle qui décide à la fin de l'histoire. Et il n'y a pas que la physique, il y a parfois le bâtiment. On a voté aussi cette nuit cet amendement pour relancer Fessenheim. Alors là, vous avez les bras qui se lèvent, Emmanuel Galichy. Alors on sera avec Jean-Philippe Tanguy, il va nous rejoindre à 7h45, on lui demandera son plan. Mais trouver un expert pour dire oui, c'est bien, c'est une bonne idée de relancer Fessenheim, c'est compliqué quand même. C'est lunaire, non? Ah bah c'est effectivement un petit peu lunaire. On est passé à une phase de pré-démantèlement de cette installation. Donc il y a énormément d'équipements qui ont déjà été enlevés. Donc toute la partie salle des machines, toute la partie de la turbine, l'alternateur, ils ont été donnés à d'autres centrales, ils ont été donnés à des musées. Oui, c'est pas comme si on appuyait sur un bouton et on pas du tout. Il faut tout reconstruire. Alors par contre, effectivement, le génie civil est toujours là. Alors, si on se dit qu'effectivement, c'est le génie civil qui a une problématique dans la construction des centrales nucléaires, on se dit peut-être que OK. Mais encore une fois, c'est à EDF de dire à quel point ils en sont, combien ça va coûter. Parce qu'en fait, personne ne sait. Ils ont voté comme ça cet amendement en se disant ça va coûter 2 €. Mais finalement, c'est peut-être des centaines de millions d'euros, voire des milliards. Alors qu'aujourd'hui, il y avait quand même un projet sur le site de Fessenheim qui était le projet de Technocentre, qui était un projet aussi extrêmement important pour la France de recyclage de certains matériaux. David Lévy, on n'écoute pas assez EDF. Bernard Fontana, qui est là depuis un mois, réussit là à faire un deal avec l'État pour le financement justement des futurs EPR. C'était quasiment là-dessus qu'était tombé l'ancien patron d'EDF. Est-ce que vous avez l'espoir que Bernard Fontana, il n'arrive pas à transformer cette entreprise en entreprise normale, mais à se faire entendre notamment sur la question des coûts et des délais? Alors d'abord, je pense qu'il ne faut pas opposer Bernard Fontana et Luc Rémont, parce que c'est deux personnes de grande qualité. Je connais mieux Bernard Fontana, mais c'est deux personnes de grande qualité. Bernard Fontana est en tout cas l'homme qui est capable de faire ça. Je pense qu'il faut quand même beaucoup d'expérience, et j'ai l'espoir qu'il va, comme l'Europe est en train de redémarrer la construction de centrales nucléaires, que Framatome va pouvoir travailler notamment avec Westinghouse, puisque c'est Westinghouse qui a gagné la plupart des contrats, et parce que Westinghouse a besoin de Framatome, mais Framatome a besoin de Westinghouse. Donc j'ai l'espoir que l'expérience va arriver au fur et à mesure, et que la qualité du travail de Bernard Fontana va permettre d'avoir en tout cas les centrales au meilleur coût et au meilleur délai. Est-ce que vous pensez que EDF est en capacité, on parlait des 14 EPR à faire, d'y arriver? On a eu Anne Lauvergeon sur ce plateau il y a 3 semaines qui critiquait beaucoup EDF dans son management, ces centrales où on met trop de sécurité qu'on n'utilise pas assez longtemps. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors Anne Lauvergeon a regardé tout ça sous l'angle EDF, mais en fait, en ce moment, on dit beaucoup les parents ne savent pas éduquer les enfants. Mais l'État français est en permanence en train de donner des signaux catastrophiques à EDF. On va faire plein de solaire, on va faire plein d'éolien, on va faire plein de nucléaire, on va arrêter le nucléaire.
il faut responsabiliser EDF. Et si Bernard Fontana est l'homme de la situation, il faut le laisser faire. Il faut dire à EDF, voilà, vous devez fournir de l'électricité à 99,999%. Et point. Et point, voilà. Emmanuel. Oui, juste, je voulais aussi dire qu'il n'y a pas que EDF dans la filière nucléaire. C'est quand même 3000 entreprises, et ces 3000 entreprises, 220 000 personnes attendent une vision stratégique de long terme. Mais vous me dites attendre, c'est-à-dire qu'on ne l'a toujours pas. On ne l'a toujours pas. On l'a toujours pas. Les contrats n'ont pas été signés entre EDF et ses fournisseurs. Tout le monde a besoin d'être sécurisé dans ses contrats et dans ses appels d'offres, etc., pour pouvoir investir sur les compétences, dans la formation et dans ses installations. Donc quand on dit on va relancer Fessenheim, on bousille un peu le débat, si je puis me permettre. Oui, on passe à côté de ce qui est important, qui est de se dire un plan stratégique à long terme, comment on organise le mix énergétique de la France de manière à ce qu'on soit décarboné, qu'on soit souverain et qu'on ait une électricité à bon marché. C'est ça qui est important aussi pour les Français. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce matin sur le plateau de la matinale de l'économie. Vous saluerez votre fils, du coup, Daniel, David, puisqu'on a beaucoup parlé de lui. Ce matin, il sera très content.